Je ne pense pas. Personne n'a travaillé. Non, donc on est venu faire. On a déserté les bureaux. Bien sûr, on est venu faire de la génuflexion devant le cadre de la Banque mondiale, peut-être pour lui demander, pour espérer avoir renfloué les caisses de l'État. Et je le disais, Marouane m'a rejoint. C'est bien. Donc, on en parlait, je disais qu'il n'a pas... C'est surestimé, voilà, donc ses capacités de pouvoir permettre, de pouvoir influer sur l'enveloppe financière de la Guinée, je le mettais. Et parce que dans le cadre guinéen, il y a ce qu'on appelle, il y a d'abord la TTL, donc et il y a aussi le résident, le représentant résident, et puis il y a la directrice des opérations. Ce sont les trois personnes, donc ce sont les trois entités les plus importantes dans la définition de l'enveloppe financière pour un pays. On n'a pas eu l'occasion, on n'a pas eu le temps de revenir là-dessus. Et après, peut-être son arbitrage, il est là. Il est en quelque sorte considéré comme une boîte à lettres. Et parce que le fonctionnement de la Banque mondiale, selon toutes les personnes qui s'y connaissent et qui sont bien introduites et qui connaissent les couloirs de la Banque mondiale, c'est un fonctionnement atypique. Il est différent du fonctionnement ordinaire de l'administration que nous connaissons. Donc il n'y a pas une relation de subordination, c'est-à-dire que c'est une hiérarchie, mais il n'y a pas une relation de subordination en tant que telle entre ces structures intermédiaires et le directeur, le vice-président. Et il peut transmettre donc il peut transmettre ce qui a été décidé en amont, si toutes les procédures, si tous les critères sont respectés, sont remplis. Alors, par contre, ce qu'on doit faire, ce n'est pas pour pleurer devant ce n'est pas pour venir se ridiculiser devant le vice-président. C'est le cas. Parce que je vous donne tout à l'heure un exemple qui atteste qu'il faut se mettre au travail, il faut qualifier la façon de faire les projets. Que de se mobiliser, Guinée, le ministre lui-même, il a dit, il est en train de travailler là-dessus. Le ministre de l'économie et des finances. Il faut le féliciter de passage. Donc, c'est la qualification, c'est le problème des ressources humaines en Guinée, il ne faut pas se leurrer. On est en manque de ressources humaines. Toujours on parle de faible capacité d'absorption. Et il a parlé de 28 projets. 28 projets, c'est trop. C'est trop pour notre pays. Et dans les conditions, quand on est malin, on réduit, mais on élargit l'assiette. Alors, et avant le dernier exercice, la revue du portefeuille pour le dernier exercice, le dernier, avant ça, du temps d'Alpha Condé, et on était autour de 20, 25, 26 projets. Et à l'évaluation, il n'y a eu que pour le montant annoncé, les montants qui ont été annoncés et décaissés, il n'y a eu que 25% des montants qui ont été utilisés. Décaissés finalement. Les montants annoncés, il n'y a eu que 25%. Cela est dû à quoi? Malheureusement à la faible capacité d'absorption. Donc le vice-président ne peut absolument rien. Si quel que soit son lien avec les autorités guinéennes, ou quelle que soit la géniflexion, ou quel que soit tout ce qu'on peut faire pour avoir son adhésion. Donc l'autre chose, maintenant ça c'était une précision de passage. Ça c'est à l'intention de Baïla. Pas du tout. Ça c'est l'intention de Baïla. Non, c'est à son intention. Il a compris, non, il ne peut pas réagir. Il a compris. Donnez là. Merci. Il n'a pas dit c'est contre Baïla, il a son intention. Donc il n'a pas le droit de réagir. Quand c'est à son intention. Alors l'autre chose, le biscuit, c'est la permutation. Vous savez, on en a parlé avec le Premier ministre, c'est encore d'actualité. Lors du dernier Conseil des ministres, le président a interpellé les ministres qui n'ont pas encore proposé, qui n'ont pas fait de proposition, de faire des propositions, et parce que le Premier ministre y tient. Il a le soutien du président de la République, parce qu'il y a quelques poignées de ministres qui ont déjà fait leurs propositions. Donc des poignées de ministres, les autres sont à ce jour. Donc la démarche aboutira. Non, je ne sais pas si la démarche va aboutir ou pas. Le Premier ministre l'avait quand même dit. Le Premier ministre l'avait dit. Il dit que advienne que pourra, mais ça va aboutir. Alors, maintenant, et ça, c'est important, il faut qu'on revienne là-dessus parce que le sujet, il est extrêmement important. Et parce que par rapport à la démarche, tel que ça a été posé, le débat a été posé par le Premier ministre, je trouve la chose très absurde. Maintenant, l'idée qui sous-tend
cette démarche-là, le contenu, l'idée qui sous-tend, malheureusement, son application, justement, son application ou sinon l'action, la réaction du Premier ministre est totalement décalée de cette idée qui sous-tend. Donc la décision qui a été prise, c'est que c'est d'amener les structures relevantes des différents départements, de reconnaître l'autorité de leur chef de département. Parce qu'il faut reconnaître que tout le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est la rébellion des EPA. C'est encore d'actualité. Non, mais c'est toujours d'actualité. Vous voulez dire que c'est pire maintenant qu'avant? Non, c'est pas pire maintenant qu'avant. Et parce qu'avant, Alpha Condé a appelé directement le directeur du Trésor pour lui demander quelles sont les opérations en cours et qui ont été validées par le ministre des Finances, sans demander au ministre des Finances. Et donc, comment dans ces conditions-là, le directeur du Trésor peut obéir au ministre des Finances s'il part directement avec le président sur les opérations qui doivent être qu'est-ce qu'il peut donc expliquer cette et même le directeur aussi du Trésor à l'époque, il y avait des gens au Trésor là-bas qui étaient aussi plus puissants que le directeur du Trésor, que le président appelait pour leur demander des opérations en cours. Ceux qui avaient la main à la chose. Ah voilà, justement. Et donc ça continue depuis très longtemps. Et parce que quand on n'a pas réussi à quand on estime qu'on a été choisi par le président, vous avez été nommé par décret, indépendamment de la volonté du ministre, et vous avez une relation particulière privilégiée avec le président, et malheureusement le Guinéen en abuse, et donc il n'a plus de considération pour le ministre, et ça se passe même dans notre pays que des directeurs ne répondent même pas à l'invitation de leur ministre, ne viennent pas aux réunions de cabinet, c'est pas leur problème. D'accord. Mais est-ce que cette démarche les conséquences? Non, ça c'est bon. Mais malheureusement, la façon dont le Premier ministre est en train de s'y prendre là, c'est totalement absurde, c'est inédit, et je ne suis pas sûr que cela puisse produire les résultats escomptés. Admettons que des directeurs aient engagé des réformes au niveau de leurs différents services, comme on le voit par exemple au niveau de la SEG. Est-ce que faire une telle permutation, c'est pas remettre en question Boubacar Sansebari, les acquis déjà qui sont en train d'être engrangés? D'abord, moi, sur cet aspect-ci, comme il l'a dit, si l'objectif est de corriger ce rapport d'insubordination entre les responsables des structures et les ministres desquels les structures en question relèvent, je pense qu'on doit s'y prendre autrement. J'ai pas, parce que, la méthode. Parce que pour moi, même ça, c'est-à-dire, il est dit permutation. Ça veut dire que l'entrée au début, c'est le décret. Vous ne sortez pas, le ministre n'est pas capable de vous sortir de là. Non, mais c'est pourquoi on parle de proposition. Les ministres proposent, maintenant on va entériner par un décret. Si le directeur sait qu'il peut bouger de son poste de par la volonté des ministres, ça déjà, mais la stratégie, c'est ce qui n'est pas. Est-ce que ce n'est pas déplacer le problème? C'est déplacer le problème. Ce n'est pas forcément le résoudre. Non, exactement. Mais et puis moi, quand on dit il ne peut que vous déplacer, il ne peut pas vous sortir de là. Donc, ça, aussi longtemps que les gens ne sentent pas que vous êtes capable de les renvoyer, non, ils pensent que vous êtes entré par le biais d'un... Non, ça ne fonctionne pas. Surtout que quelquefois, il y en a qui reposent cette insubordination sur des textes qui régissent les rapports entre le département et leur structure. Oui, Baïla. Oui, moi aussi, comme Sansou, je pense que ce n'est pas forcément la bonne méthode. Je pense qu'il y a une méthode aussi qui est assez simple. Laquelle? C'est de faire appliquer la loi et les prérogatives au cas par cas. Un directeur qui fait un acte... Tous les services sont régis par des textes de loi. La loi porte à l'organisation de l'administration publique est là. Il y a les organigrammes, il y a les décrets, il y a les attributions de chacun. Le colonel commence à avoir la main lourde. On connaît qu'est-ce que... Ça commence à être lourde. Elle est même déjà lourde. On sait quelles sont les relations entre un directeur et son ministère de tutelle. Et il faut sanctionner au cas par cas. Un acte d'insubordination, un avertissement, un deuxième acte, une suspension, un troisième acte, le renvoi. Oui, tout prévu. C'est aussi simple que ça, normalement. On ne négocie pas une administration. Pour la subordination. En tout cas, à propos, certainement qu'on a des sources d'informations différentes sur la question de la permutation au niveau de... Donc ce n'est plus d'actualité. Selon ce qu'on m'apprend d'ailleurs lors du dernier Conseil des ministres, au-delà... Lors du même dernier Conseil des ministres, au-delà des agissements de certains ministres qui veulent aller vite pour se faire... Non, qui
veulent se conformer aux instructions du PM. Non, pas les instructions du PM. Oui, mais c'est une instruction quand même. Vous savez, non, il y a un calcul derrière. Bon. Vous savez, vous allez me permettre, je vais allez-y. Donc, ce qui est évident, le chef de l'État, le colonel, le président de la transition, a demandé d'arrêter pour le moment le processus. Donc, ce qu'il a ordonné, c'est de procéder à une étude de cas par cas. Donc, c'est d'aller au cas par cas. Donc, ce n'est pas d'engager un processus d'ensemble parce que déjà, vous savez, on peut aller sur le plan théorique et sur le plan pratique de l'administration. On peut se référer aux grands théoriciens, que ce soit Fayol, Mayor, que ce soit Max Weber et autres, ceux qui ont travaillé sur le fonctionnement administratif. Le principe de la subordination ou de l'insubordination ne peut pas être qualifié comme, ne peut pas être considéré comme un critère d'efficacité pour une administration. D'ailleurs, quand on part du premier postulat qui est élaboré les 14 principes, au deuxième postulat qui a élaboré les 7 principes, et du troisième postulat avec Max Weber qui a élaboré les 3 principes, dans ce processus, le premier point qui a été rayé de la liste, c'est la question de la subordination. Ce qui a été dit, c'est un principe de collaboration. Et le plus important, et d'ailleurs aujourd'hui, la nouvelle forme de gestion, c'est la gestion axée sur le résultat, ce qu'on appelle la gare. Donc, quelle que soit la collaboration qui peut naître, le plus important, quand on vous fixe des objectifs, quand vous les atteignez, c'est le plus important. C'est la gestion axée sur le résultat. Et les ministres ou les directeurs ne peuvent être jugés que sur la base de la feuille de route qui les a été assignée. Donc, ça, c'est du premier. Maintenant, sur la question de l'information, je dis, vous savez, aujourd'hui, cette décision souffre au niveau de la présidence de la République, donc ça ne peut pas être appliqué. Il y a des rapports qui ont été publiés sur le Premier ministre, parce qu'aujourd'hui, force est de constater, le Premier ministre fait la promotion de ce que je pourrais appeler du clientélisme politique. Ah bon? Oui, dans l'administration. Et d'ailleurs, les derniers actes au niveau de la primature le prouvent suffisamment. Et quand il était au ministère de l'industrie, il faut prendre la liste. Donc c'est du clientélisme. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un homme qui a des visées politiques parce qu'il veut être... C'est pas encore prouvé. Non, c'est prouvé. Je vous assure que non, c'est prouvé. Les ambitions sont naturelles pour tout être humain. Vous savez, aujourd'hui, la forêt est en manque d'un leader. Donc après Jean-Marie Doré et Papa Kouli aujourd'hui, qui a des difficultés, le Premier ministre cherche à fédérer la région derrière et autour de lui. Et il faut juste faire un tour du côté de la primature. Vous allez vous rendre compte de ce clientélisme. Donc je pense que ce tapas, le colonel ne doit pas le mordre parce qu'en le faisant, c'est une façon qui ne c'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Deux propos. Oui, je vous dis, non, ça c'est des indiscrétions. Maintenant, l'autre vous donnez les indiscrétions. Oui, des indiscrétions. Il parle de sources bien introduites. Oui, non, c'est ce qui a été. Non, il parle de quelque chose qui est officiel. Non, la mine. Il n'y a pas de différence. C'est un jeu de mots, oui. Maintenant, il faut rajouter l'officiel alors. Parce que dans l'officiel, dans le compte rendu, on ne parle pas de permutation. Non, exactement. Dans le dernier compte rendu, la question n'est pas évoquée. Le Premier ministre a dit que ça va aboutir. Voilà, c'est ça. Quel que soit le cas. Et en plus, ça ne vient pas du Premier ministre. Il est fort de quelque chose. Manipuler à sa guise, à son aise, la décision. La démarche. Mais la décision, elle vient de la présidente de la République. Et elle attache du C'est une initiative du Premier ministre. C'est ce que je voudrais dire. Mais elle n'apparaît pas dans le compte rendu du dernier conseil. À l'orée du... En 30 secondes. À l'orée du dernier remaniement qui s'annonce, comme il y a un remaniement en cours. Il y a... Mais ça, on nous a tellement... Oui, non, mais c'est quand même d'actualité. C'est d'actualité. Non, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Non, permutation. Non, remaniement ministériel. Remaniement ministériel, c'est d'actualité. C'est éminent. Maintenant, il y a beaucoup de ministres qui sortiront du gouvernement. Ça, je vous le promets. Mais ce qui est sûr, c'est que je voudrais quand même attirer l'attention du colonel sur un... Non, je ne suis pas dans les secrets du colonel. Ce que je voudrais dire, il y a quand même un fait qui est là. Vous savez, vous savez, depuis le temps de Lansana Conté, il y a des gens dans les palais qui sont tapis là-bas, qui se font passer pour des faiseurs d'hommes, des fabricants de destin. Ça a existé. Aujourd'hui, des gens qui font courir. Mamadou Sylla ici. Non, mais il défaisait des ministres. Maintenant, on a dit qu'on doit éviter les erreurs du passé. Parce que ce qu'on entend... C'est une promesse même faite par le colonel. Justement, donc ce qu'on apprend, si cela s'avère, ce qui veut
veut dire aujourd'hui, rien n'a changé fondamentalement. Qu'est-ce que vous avez appris, Marwan? On apprend qu'il y a des gens, des gens qui sont des faiseurs d'hommes ou des faiseurs de ministres. Qui sont-ils? Il y a une dame qui évolue dans le secteur de la pêche, dans le secteur des poissons, qui aujourd'hui fait courir des rumeurs selon lesquelles elle a déjà choisi son ministre à elle. Donc ce qui veut dire que le remaniement qui s'annonce, elle a un ministre qui fera son entrée. Et aujourd'hui, dans le monde de la pêche, il y a cette rumeur qui paralyse tout le secteur. Et pire, ce n'est pas une question de rumeur simplement, mais c'est l'assurance qu'a cette dame, parce que je me demande comment elle a su rebelloter, comment elle a su se refaire. Elle qui était au temps de Alpha, qui était logée au palais, comment elle a pu encore réintégrer le cercle restreint du colonel. C'est une façon d'attirer l'attention du colonel. Non, les jours à venir, vous savez, il y a l'information. Vous pouvez aller sur le site du révélateur parce qu'on a donné l'information. Mais c'est évident, il faudrait que le colonel fasse beaucoup attention. D'accord. Mais il y a des faiseurs de roi dans tous les palais. Avec tous les systèmes. Tous les palais, avec tous les systèmes. Mais ce n'est pas quand même des personnes on doit donner la parole à Ndo. Il y a des chercheurs de talent dans tous les palais. On les appelle des chercheurs de talent, mais quand même, c'est pas de cette influence. C'est à propos de la paralysie au niveau de la douane, dont Monument parlait ici. Ça fait 7 jours déjà. Moi, j'ai été interpellé aujourd'hui par des transitaires notamment, qui ne savent plus à quel sens se vouer. Oui, parce que des marchandises tombent en surespace. Exactement. Ça les fatigue. Et un seul jour par conteneur, c'est 300 000. Maintenant, l'État ne fait rien pour les assister. Pourtant, c'est une panne. Et même en fait, l'État doit assumer. Ceux qui ne comprennent pas, c'est le silence que la Direction générale des douanes observe vis-à-vis de tout ça. Il n'y a aucune initiative pour venir vers eux, pour dire peut-être à la limite... Moi, on m'apprend que jusqu'à maintenant, la panne n'est pas... La panne n'est pas repérée. Hein. Non, on n'a pas encore réussi à diagnostiquer. À la limite, se situe la panne. Écoutez. Mais ils n'ont pas encore trouvé la solution. Permettez juste. En fait, ce que moi j'aurais aimé, à la limite, c'est les transitaires, c'est des partenaires de la Direction générale des douanes. C'est de dire qu'est-ce que nous envisageons à l'issue de cette panne-là. Comment est-ce que nous pouvons gérer, comment nous devons pouvoir gérer les conséquences liées à cette panne. Parce que, encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, si c'est les opérateurs seuls qui prennent ça sur eux, à un moment donné, ça risque de se répercuter sur chacun de nous. Forcément. Naturellement. Oui, parce que... Ce qui a été demandé, quand on a constaté, parce que, comme vous l'avez dit... Le prix de vente, c'est toujours le prix d'achat plus frais. Exactement. Comme vous l'avez dit, on ne trouvait pas la solution. On n'a trouvé pas la solution. Alors, il a été décidé que tout ce qu'on paye à la banque fasse une demande auprès de la Direction générale des douanes avec la copie de leur chèque. Et donc, la Direction générale des douanes, de façon mécanique, manuel, va autoriser donc la sortie de la marchandise. Et le propriétaire pourrait donner cette copie-là à son transitaire qui pourrait rendre effective la sortie. Alors, il y a une pile de demandes qui s'est entassée dans le bureau du DG. Non, le DG n'était pas, il est arrivé. Mais il n'a pas pu signer un seul document. Je ne sais pas ce qu'il fait. Le DGA? Oui, DGA. Quel est son travail? Mais s'il n'a pas reçu l'onction. Oui, mais c'est la Direction générale des douanes qui a décidé, qui a pris cette décision-là. Pourtant, il a duré là-bas, il connaît bien la maison, attention. Il y a eu une réunion. Il connaît bien la maison. Ce qu'il y a, c'est que c'est paralysé. La solution alternative, il n'est pas en train de trouver la solution. C'est de ça qu'on parle. Il n'a pas dit qu'il a fait 10 ans. Il n'est pas resté là-bas pendant longtemps. L'autre chose, la panne qui a été... Il faut chercher à comprendre pourquoi il n'a pas fait. Signé ou le DG n'était pas, donc il a passé, c'est de plein le pouvoir. Le plein pouvoir. Voilà, justement. Et maintenant, il est arrivé, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Il y a eu une rencontre jusqu'à 15h. Jusqu'à 15h, 11h précisément. Jusqu'à 15h, aucun dossier n'est sorti du bureau des douanes. Et donc, les gens étaient là, les clients étaient là. Attendre toujours. Maintenant, l'autre chose, le problème maintenant, c'est aujourd'hui, on a dit qu'il faut aller chercher quelqu'un en France. Des experts vont venir de la France, peut-être demain, pour travailler sur le serveur. Il y a un problème au niveau du serveur. À la différence de la Direction générale des impôts, ça, il faut saluer les responsables qui ont été très imaginatifs, qui sont passés là-bas, aux impôts et au budget,
qui ont travaillé à ce que ce scénario et Macky Sall, voilà, le tandem progressiste. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a refusé que le serveur soit hébergé parce qu'à l'arrivée du CNRD, le CNRD Djiba, qui ne comprend pas grand-chose, qui avait demandé au nom d'une nation d'un chauvinisme béant de ramener... Vous aimez défendre autrement dans cette même émission. Ah, j'ai défendu Djiba ici. Non, pas Djiba, j'ai dit. Le souverainisme, vous aimez le défendre régulièrement. Oui, non. Donc vous êtes comme Djiba, allez-y de toutes les façons. Non, il ne faut pas casser les... D'accord, toutes mes excuses. Non, quand on donne des informations importantes, il ne faut pas... Sincèrement, quand ce que vous faites, c'est pas bon. Ça, c'est pas une bonne chose. Non. Ça, vous êtes excusez-moi, mais le perturbateur. J'admets, on avance. Donc, oui, voilà, au nom du nationalisme. Non, voilà, je laisse le nationalisme. Maintenant, il a été. Alors, au nom du souverainisme. Non, je laisse le souverainisme. Voilà, parce qu'il ne faut pas confondre souverainisme et chauvinisme. Au nom du fait qu'il faut que le serveur soit en Guinée. Et donc, il avait exigé cela. Et parce que ce qu'il y a, quand il y a panne en Guinée, et forcément ce qu'on connaît à la douane là peut arriver. Donc, passant à la direction générale des impôts, il y a un serveur qui est hébergé en France. Oui. Et donc, il y a un serveur parallèle. C'est-à-dire, il y a un autre qu'ils ont installé. En cas de panne, parce que de ceux qui sont en France, là, on est sûr que ça ne peut pas avoir de problème. Il y a un autre qui est là. Mais celui de la France qui travaille en permanence. Ouais. Et même le réseau connecté, le réseau connecté entre les impôts et les différentes banques là dans lesquelles on fait les paiements, il y a des backups qui sont installés, des différents backups. Dès qu'il y a un problème, l'autre prend le relais. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, le service informatique est défaillant au niveau de la direction générale des douanes. C'est pas bien. Et le problème ne peut pas être réglé. Il faut faire recours à l'expertise, à une expertise internationale. Là, et l'expert là n'est même pas encore contacté. Il faut aller chercher l'expert. Faire venir l'expert. Non, qui va fixer d'abord. Voilà, l'expert va détecter la vraie panne parce que ce qu'on dit là n'est pas forcément la panne. Donc, on va commencer à travailler et pendant ce temps, comme vous l'avez dit, les marchandises vont aller en surestarie et parce que c'est les consignataires, c'est difficile de trouver un compromis là-dessus. Parce que pour régler cela, il n'y a pas qu'au niveau des transitaires. Il faut aussi régler au niveau des consignataires et c'est des gens aussi qui payent des taxes et des impôts, donc qui vivent de cela. Et donc, et conséquence, comme il l'a dit. Et puis, maintenant, quand l'espace de stockage va s'avérer exigu à cause de l'entassement des trucs, les bateaux seront obligés d'attendre en raid. Et quand c'est encore grand, et donc il y a des bateaux qui vont même éviter le port, et surtout on dit que le port guinéen n'est pas attractif à cause de ces petits problèmes. Et ça peut davantage amener les gens, inciter les gens à aller ailleurs. Et conséquence, les prix vont monter. Avec les douanes qui ne sont pas au rendez-vous des objectifs qui leur sont fixés, et ça ne peut qu'empirer la situation. La situation, c'est qu'il faut éviter. L'autre situation, c'est bien, on pensait que c'était seulement l'ARPT, mais les structures de démembrement de l'État ne veulent vraiment pas comprendre comment les médias fonctionnent. Après donc l'ARPT, c'est maintenant... le BGDA qui est... Oui, il y a l'ARPT, il y a l'OGP, il y a les impôts, il y a cette fois-ci le BGDA qui veut voler dans les plumes de ces médias. À partir du 15 août 2023, tout média n'ayant pas souscrit au BGDA pour l'acquittement de la redevance citée en référence dont une facture a été adressée et transmise selon la spécificité sera dans l'illégalité et se verra par voie d'huissier le droit de faire suspendre uniquement la diffusion du répertoire guinéen et mondial pour le non-respect de la loi, c'est écrit, du 7 juin 2019 sur le droit d'auteur et de l'adhésion de la République de Guinée à la Convention de Berne. Mais le problème se situe à quel niveau? À quel niveau exactement? Alors, quelle est l'unité de mesure? Parce que déjà, il y a des médias déjà qui commencent à recevoir... Oui, il y a Dioman qui a reçu une facture de 80 millions de francs guinéens. Il y a Sabari qui a, Love FM autant pour moi, qui a reçu une facture de 60 millions. Alors, avec des mises en demeure. Oui, bien sûr, des mises en demeure. Le PDG, à partir du 15 12 juin. Alors, c'est ce qui est un peu inquiétant à ce niveau pour le cas de Love. Quand on a amené la facture 60 millions, le PDG a protesté. Ils ont ramené une autre facture, cette fois-ci de 15 millions.
Donc vous voyez, 60 millions à 15 millions, on a fait une réduction de 45 millions. Sur quelle base? D'abord, quelle est l'unité de mesure? On s'est basé sur quoi? Donc c'est fait de façon... Ce sont des forfaits. Oui. Il y a Djomadon qui a reçu, il y a Love qui a reçu, il y a Sabari, il y a Gangan qui a reçu. Et tant d'autres qui n'aimait plus. Oui, bon, la télévision. Au niveau de la télévision. D'accord. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est quoi? On nous apprend que, je ne sais pas, si la RTG... Est-ce que la RTG est concernée? Je ne pense pas. La RTG? Je ne pense pas. Et si c'est le cas, c'est discriminatoire, ça. Parce que quand on parle de diffusion des œuvres artistiques, que ce soit des œuvres guinéennes ou encore à l'échelle internationale, si on demande aux médias privés de payer, il faut demander aussi à la RTG de payer. L'autre chose, c'est que c'est du fait que cette redevance soit approximativement le triple de ce que les radios même payent à la RPT. La RPT, qui est l'autorité de régulation des postes de télécommunications, l'argent qui est payé là-bas par an, c'est entre 10, 15, si ma mémoire est bonne, pour les radios commerciales et je pense au-delà même de 10 pour les radios communautaires. Alors si vous demandez à une radio de payer au-delà de 50 millions, vous voyez, c'est le triple même de ce que les radios payent comme fréquence, c'est-à-dire que la location de la fréquence, parce que ce qu'on paye, les radios payent et les télévisions payent à la RPT, c'est la location de la fréquence. Donc ça va au-delà de ça. Autre aspect, c'est que qu'est-ce qu'on fait des cahiers de charges de la HAC? Parce qu'il y a la HAC qui dit, dans les textes qui exigent dans les cahiers de charges, à ce que le contenu, si vous êtes une radio communautaire par exemple, que le contenu local, lorsqu'il est question de diffuser de la musique, que ça soit un contenu local à hauteur de 60%. Alors, c'est une exigence. C'est une exigence de la communication. Donc, s'il fait diffuser de la musique, que vous êtes amené, condamné selon les cahiers de charge de la HAC à le faire, alors, qu'est-ce que, donc, dans ce cas, le Bureau guinéen des droits d'auteur dit dans ce sens? Et je me rappelle très bien, il y a au moins 15 ans, 20 ans, comme ça, Lansana Conté, on se rappelle, il avait dit publiquement, ça c'était dans le cadre de faire de la promotion de la musique guinéenne. Qu'est-ce qu'on fait aussi de cette promotion de la culture guinéenne et de façon particulière la musique? Il avait demandé à l'époque une sortie publique, il avait dit officiellement qu'à partir de ce moment où il parlait qu'il ne voudrait plus entendre une musique étrangère à la RTG, si ce n'est que de la musique guinéenne. Il l'avait dit. Et moi personnellement, deux artistes, paix à son âme, Kelfala Kanté et l'autre là, Rascondel, qui à l'époque, quand j'étais directeur général de Fortengol FM, qui m'ont dit par des occasions, mais il y a longtemps, nous n'entendons pas nos morceaux, nos musiques jouées dans votre radio. Qu'est-ce qui se passe? Yandi, il faut nous aider. C'est-à-dire que c'est parfois une plaidoirie même que ces artistes se formulent auprès, n'est-ce pas, des médias de radio, des médias, pour qu'on puisse de temps en temps faire passer la musique. Donc quand vous prenez tout ce cocktail-là, je pense que le Bureau guinéen des droits d'auteur devrait tenir compte de ça. Et dès que maintenant, il y a comme vous le savez, puisque c'est l'auteur qui est concerné, il y a une réunion qui a eu lieu entre les responsables, et là, l'Union, en tout cas, l'Union décide en tout cas de répondre de façon énergétique, parce qu'il est dit énergique autant pour moi. On le dit énergétique parce qu'on ne sait pas de la boisson. Hein. Merci pour la précision. Alors, voilà ce que le bureau de lutte qui dit. Nous avons donc nous allons répondre de façon ferme et sans embâche. Sans embâche. Donc comment le BGDA peut laisser les entités de premier plan et en termes d'utilisation de contenu artistique pour s'en prendre à une seule entité qui n'est autre que la diffusion. Donc dans les jours à venir, je pense que des dispositions vont être prises au sein de l'Union de la radio, le Bureau guinéen des droits d'auteur. Oui, c'est une question importante, voire fondamentale. Allez-y, comment? Et je suis d'accord avec Ndoye sur la conclusion qu'il faut que les grilles soient logiquement établies, qu'on sache exactement ce qu'on paye. Mais le principe du paiement au BGDA des droits d'auteur pour la diffusion, ça c'est un principe, c'est incontestable. Mais parce que les artistes aussi, les cahiers de charges aussi vivent de ça. Mais les cahiers de charges de la haute de la HAC,
diffuser. Bien sûr. On est entre deux impératifs là. On vous exige de diffuser. Vous savez, sinon vous ne voulez pas, mais on vous dit non, vous devez le faire et vous payez. Oui. Est-ce que c'est pas des trous? Non, c'est logique. Ils doivent avoir une salle de monitoring. C'est pourquoi j'ai commencé par quelle a été l'unité de mesure. Et c'est pourquoi j'ai dit aussi que sur le principe, je suis d'accord. Il faut une unité de mesure claire. Il faut savoir les taux qu'on paye. Il faut que ça soit officiel. C'est des textes. Et non aléatoire. Il ne faut pas que ça soit aléatoire, mais le principe, c'est normal. On dénonce souvent le misérabilisme de nos artistes qui sont là, qui sont obligés de faire la marche, de lancer des SOS quand ils sont